Salut toi, je te souhaite la bienvenue sur Cinédev, le podcast qui te parle de développement personnel grâce au cinéma. Je suis Célia Nicole, cinéphile et coach de vie professionnelle. Mon objectif, te faire comprendre grâce au film les notions clés du travail sur soi. Alors installe-toi confortablement et que la séance commence. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de voyage. Je ne sais pas quel temps il fait chez toi maintenant là, et moi à Paris il fait dangereusement gris. Trop automne pour un mois de septembre. Du coup, j'ai envie de soleil, j'ai envie de couleurs, j'ai envie de langue étrangère. Alors, on va partir voyager. On va suivre Elizabeth Gilbert, une écrivaine américaine qui décide de plaquer tout pendant un an et aller en Italie, en Inde et à Bali afin de se retrouver. J'adore ce film, c'est Mange Prienne, et je trouve qu'il est très très bien écrit et va beaucoup servir ce podcast car 3 voyages, 3 notions, 3 messages à décrypter et j'ai hâte de te les transmettre. Avant de te raconter tout ça, je t'invite à te rappeler que tout ce que tu entends est bien sûr le fruit de mon interprétation, à la fois du cinéma et du développement personnel. Alors installe-toi confortablement, sors les lunettes de soleil, il va faire chaud, garde une écoute bienveillante jusqu'à l'arrêt total de l'épisode et profite du voyage. Le premier arrêt, en plus tu as du bol, elle a bien choisi, c'est l'Italie, la Dolce Vita et tout. Elle va à Rome pendant 4 mois. Ce qui est très bien montré dans ce film, c'est son évolution entre son début à Rome et la fin de Rome. Elle arrive new-yorkaise, légèrement déprimée, qui a une culpabilité de dingue, sans argent. Elle a juste décidé l'Italie parce qu'elle voulait apprendre l'italien. Et au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des mois qui passent, et au fur et à mesure des minutes qu'on passe à la regarder vivre en Italie, on la voit s'épanouir. On la voit s'affirmer, s'accepter, accepter son corps. Ça, c'est un élément ultra important dans cette partie du film. Et on la voit vraiment apprendre à s'aimer et à manger. Et d'ailleurs, le premier message que je trouve inspirant et qui nous vient d'Italie, c'est se nourrir de belles choses. Je pense que c'est vraiment la phrase qui peut résumer cette séquence du film. Comment est-ce que Elisabeth se nourrit de belles choses et quel impact ça a sur sa vie? À quel point ça lui permet de s'épanouir? Que concrètement, qu'est-ce qu'on la voit faire pendant cette séquence en Italie? On la voit manger, beaucoup manger. Donc elle mange de bons aliments, que ce soit au restaurant, que ce soit cuisiné par ses amis ou au marché. On la voit visiter des monuments, de nouvelles villes. Elle va à Rome, elle va à Naples. On la voit rencontrer de nouvelles personnes. On la voit apprendre l'italien. En fait, on la voit concrètement se nourrir de belles choses. C'est l'exemple parfait. Parce qu'en fait, se nourrir de belles choses, ça passe par l'alimentation, forcément. Donc choisir de bons aliments, des aliments sains, préparer avec amour les repas ou manger des plats cuisinés par quelqu'un d'autre. Faire attention à ce qu'on ingère parce que concrètement, c'est notre carburant tout au long de la journée. Donc en mangeant de bonnes choses, on se nourrit d'énergie pour être au top de notre forme pour le reste de la journée et mettre au point plein de projets. Donc ça, c'est très important. Mais se nourrir de belles choses, ça va au-delà de l'alimentation. C'est se nourrir au sens large parce qu'on n'a pas que le goût comme sens. On a 5 sens. Et en fait, se nourrir, c'est nourrir ces 5 sens. Faire que les activités que l'on fait dans une journée soient une nourriture pour tous nos sens, en fait. Donc ça va passer par la vue, ça va passer par le goût, par l'odorat, par l'ouïe, par le toucher. Et c'est ce qu'on la voit faire. On la voit toucher les monuments, on la voit manger des pizzas, on la voit parler l'italien, on la voit devenir amie avec d'autres personnes. En fait, elle croque la vie à pleines dents, si on parle proverbe. Et c'est clairement ça. La Dolce Vita, littéralement la douce vie, c'est ça, c'est prendre le temps de savourer chaque moment. Et dans notre monde où on court partout, en tout cas surtout à Paris, je trouve que ça fait du bien de se rappeler que on peut prendre le temps de savourer les choses. Et à quel point ça change une journée quand tu savoures chaque chose que tu fais, chaque activité.
Et quand tu prends conscience que tu es pleinement présent ou présente dans ton moment, que ce soit à la caisse quand tu fais tes courses, que ce soit au travail, que ce soit dans ta douche, que ce soit avec tes proches, être pleinement présent. Et ça change tout. Quand tu es pleinement présent, tu prends conscience de ce qu'il se passe dans ton corps, dans ton mental. Tu prends conscience de l'énergie que cette activité te demande. Si elle te vide, elle te laisse à plat, parce qu'elle est angoissante, parce qu'elle est stressante, parce que oui, ça te demande de consommer énormément d'énergie. Ou alors, est-ce que ça te rebooste? Est-ce que faire cette activité, après, quand tu l'as fini, tu te dis, ah, ça m'a fait du bien, là, je me sens revitalisée, comme après un bon plat quand t'as faim, quoi. Ah, là, ça y est, je peux repartir, j'ai de l'énergie pour toute la journée. Eh bien, c'est ça. Se nourrir de belles choses et être pleinement présent, c'est prendre conscience de maintenant, nos journées, est-ce qu'elles nous vident ou est-ce qu'elles nous énergisent? Et ensuite, de faire un peu la balance, en essayant que chaque journée nous énergise plus qu'elle nous vide. Parce que sinon, si on est à plat, si toutes nos activités de la journée nous vident totalement, comment est-ce que tu veux avoir des relations saines avec quelqu'un? Comment est-ce que tu veux t'épanouir dans ta vie sociale, dans ta vie amoureuse, même dans ta vie professionnelle, si tu n'as plus d'énergie? Si tu n'as plus un gramme, bon, je ne sais pas l'unité de l'énergie en vrai, un watt, peut-être, une once, allez, ça c'est joli, une once d'énergie pour mener à bien de nouveaux projets, avoir de nouvelles idées, pour faire des activités en dehors de ta routine, bref, pour vivre, quoi. La vie ne se résume pas à une case métro boulot dodo, la vie c'est tous ces petits moments qu'on savoure. Quand tu passes un bon moment avec quelqu'un, par exemple quand tu vas au restaurant, quand tu savoures vraiment ce moment, tu vas te rappeler du plat que t'as mangé, ce que t'as ressenti en mangeant ces aliments, la discussion que tu as eue avec cette personne, les émotions que tu as ressenties. C'est tout ça. Et vivre, c'est ça. C'est prendre conscience de ses sens et les utiliser pour mettre des couleurs un peu dans cette routine. Mettons des couleurs dans nos vies, dans nos journées. Mettons des saveurs. La vie est un cadeau magnifique. Et je trouve que cette partie du film nous pousse à en prendre conscience et à se rappeler que même si on ne vit pas en Italie et qu'on peut manger des pizzas merveilleuses tous les jours, on peut, à notre échelle, faire en sorte de savourer notre vie. Et si tu ne savoures pas ta vie, s'il y a des choses vraiment que tu as du mal à savourer, c'est peut-être intéressant de se poser la question, est-ce que ces activités sont faites pour moi? Est-ce que je peux les changer? Est-ce que je peux les enlever? Prendre conscience de ta vie maintenant, de tes journées. Prendre conscience d'où est-ce que tu en es dans tes critères de bonheur, par exemple. Dans tes... Pas forcément tes critères finalement, tes... Je fais ce geste avec la main, sauf que tu ne le vois pas parce que je suis en podcast. Mais tes niveaux, on va dire ça comme ça. Je vais parler dans un autre épisode des niveaux un peu de besoins et de faire en sorte, comme dans les Sims, que tes besoins soient satisfaits, soient dans le vert. Eh bien, c'est ça, quand tu savoures la vie, quand tu prends le temps de savourer chaque moment de ta journée, tu prends conscience de quel besoin est satisfait, de quelle activité est plus dans le vert ou plus dans le rouge. Et en prenant conscience de ça, c'est la première étape pour changer les choses qui ne vont pas. Comment veux-tu changer ce qui ne va pas si tu n'as pas conscience de quoi concrètement ne va pas dans ta vie? C'est pas possible quand tu as qu'une vague idée dans un brouillard de je ne suis pas heureux, faut que ma vie change. Eh bien, en prenant le temps de savourer vraiment tes journées, déjà ça peut changer beaucoup de choses dans ta manière de voir ta vie. Et en plus, ça te permet de prendre conscience de ce qui va et de ce qui ne va vraiment pas. Et dans ce cas-là, ça peut te donner la force. Parce que plus tu vas savourer, plus tu vas gagner en énergie. Et cette énergie, tu peux l'utiliser pour changer ce qui ne va pas. Alors savourons nos moments. Un petit challenge serait de te fixer au moins 3 choses, 3 moments dans ta journée que tu savoures. 3, c'est rien dans une journée. En plus, ça n'a pas besoin de durer des heures, ça peut être 5 minutes.
Ça peut être une petite respiration à la pause de déjeuner, par exemple. Ça peut être un café le matin devant ta fenêtre. Ça peut être juste des petits moments, mais juste que tu savoures pleinement. Ton corps va te remercier, ton mental va te remercier, même ton cœur va te remercier. Tout toi va te remercier parce que là, quand tu fais ça, tu prends le temps de vivre tes journées. Je trouve qu'on passe notre temps à survivre, à survoler nos journées. Et si on prenait juste le temps de vivre, appliquons à notre manière la Dolce Vita italienne dans notre quotidien. Et quand on voit les effets que ça a eu sur l'héroïne, on se dit, on peut voir ce que ça peut faire pour nous. Alors oui, vous allez me dire, c'est plus facile si on est en Italie pendant 4 mois à manger des pâtes et des pizzas. Certes. Mais on a la chance d'avoir quand même un beau pays, d'avoir des gens qui nous entourent, qui sont bienveillants pour nous. On a tous à portée de main des moments à savourer, des, des plats à goûter, des conversations à partager. Alors savourons notre vie. Et c'est ce qui m'amène à la deuxième notion. Deuxième voyage, une fois qu'elle a appris à bien manger et à bien se nourrir de toutes ces merveilleuses choses, elle décide de s'occuper un peu plus de son mental. Et du coup, elle part direction l'Inde, dans un ashram. Un ashram, c'est une sorte de lieu dédié à la spiritualité avec un gourou, où on pratique la méditation, le yoga, pour se recentrer, se connecter à sa spiritualité. Et du coup, dans cet ashram, elle est pas contente. Au départ, si tu as vu le film, elle est clairement pas contente, parce qu'elle était tellement bien en Italie, à bien manger, à savourer et autres. Et là, concrètement, elle doit quand même travailler pour l'ashram, manger, ça doit être bon, hein, mais c'est quand même pas des pizzas. Et elle doit méditer, elle doit faire du yoga, elle doit s'astreindre à une discipline qu'elle n'avait pas pendant 4 mois. Ce qui peut être un peu compliqué. Et dans cette partie-là du film, elle va apprendre à comment déjà savourer cette discipline et comment prendre le pouvoir sur sa vie. C'est ce que j'aimais dans ce film-là, c'est que au départ de son voyage, elle part parce que elle a besoin de se retrouver. Chose que nous traversons tous à un moment donné dans notre vie, hein. Et en fait, ce qu'elle va apprendre là, c'est que les changements qu'elle veut voir dans sa vie à l'extérieur, il faut les faire à l'intérieur. Je crois que c'est son ami texan qui le lui dit que, en gros, en français, Dieu est en toi. Tu as le pouvoir créateur sur ta vie. C'est quelque chose que je crois avec ferveur, que l'on a un énorme impact sur notre vie et qu'à notre échelle, en prenant conscience de qui on est, en faisant des changements intérieurs sur nos pensées limitantes, sur nos croyances, en acceptant nos émotions par exemple, toutes ces merveilleuses choses, on peut avoir un impact incroyable sur notre vie et finalement créer une vie qui nous ressemble beaucoup plus. Et je trouve que c'est ce qu'elle apprend durant ces 4 mois en Inde, c'est que le pouvoir qu'elle recherche à l'extérieur toute sa vie est finalement en elle. Et quand elle comprend ça, la méditation, c'est beaucoup plus facile, hein. Parce qu'au départ, tenir toute la cérémonie du matin à 5 heures du matin à chanter pendant 3 heures, elle est incapable, elle s'endort. Entre parenthèses, je comprends. Quand même se lever à 4 ou 5 heures du matin pour chanter pendant 3 heures, c'est costaud. Mais même la méditation, le yoga, tout ça, comme elle se sent, je pense, un peu obligée de faire ça parce que c'est le programme de l'ashram, elle n'est pas dedans. Et du coup, elle attend qu'une force extérieure la fasse faire ça. Donc, elle n'y arrive pas. Alors que quand elle décide, pour son propre bien-être, de se mettre à méditer, on la voit à un moment donné, elle s'assoit dehors sur un banc, et elle médite pendant des heures. C'est la première fois qu'elle arrive à méditer autant. Oui, parce que j'ai aussi lu le bouquin, du coup je sais des choses qui ne sont pas marquées dans le film. Petit spoiler. Et c'est la première fois donc qu'elle arrive à atteindre cet état de conscience et de bien-être. Eh bien, c'est juste quand elle a décidé qu'elle allait le faire, qu'elle a pris le contrôle sur son mental et qu'elle s'était fixé un objectif et une intention de réussir à méditer, qu'elle a réussi.
Donc ce n'est que quand elle a pris en main son pouvoir, finalement, qu'elle a réussi à accomplir ce qu'elle voulait. Une petite anecdote pour imager ça d'une manière un peu plus terre à terre. J'ai fait une journée de randonnée pendant mes vacances cet été, qui n'était clairement pas prévue au programme, et bon, je me suis dit, allez, c'est parti, on y va. Donc j'étais pas prête. Je n'étais pas prête du tout, pas de chaussures de randonnée, j'avais pas pris de petit-déj, une mini gourde, et j'avais rien à manger. Il faisait 36 degrés, j'étais malade, bref, les conditions parfaites pour une randonnée, n'est-ce pas? Et en fait, sincèrement, j'ai cru que j'allais rester là-bas. Hein, j'ai cru que j'allais rester sur ma montagne. J'ai dit à mes camarades de randonnée au moins 4, 5 fois, les gars, moi je vais m'arrêter là. Hein, je pense que c'est bien pour moi là, cette place-là. Continuez sans moi, je vous rejoindrai ou pas. Je vais peut-être camper ici, c'est pas grave. Hein. Bref, j'avais très très envie d'abandonner parce que j'avais mal partout, mon corps souffrait, c'était affreux. Et je me disais, mais je vais jamais y arriver, en fait. J'avais cette voix dans ma tête qui me disait, mais arrête, Célia. Genre, arrête, tu vas pas y arriver, tu vas mourir ici. Donc, quitte à mourir, autant t'asseoir, hein, et arrêter de marcher. Sauf que bon, heureusement pour moi, je l'ai écouté pendant un long moment, et puis à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas trop le choix. Donc, soit j'enlève ces pensées limitantes, je les enferme un petit peu quelque part, et je trouve des ressources en moi pour continuer d'avancer, parce qu'il y a quand même personne aux alentours, et si je reste là, je ne suis pas très très forte en survie, donc bon, c'est peut-être pas la bonne idée. Ou alors, bah, je me gâche la vie pendant toute ma randonnée, en me disant que je vais jamais y arriver, et donc je vais avoir encore plus mal, être encore plus lourde, et ça va être génial. Donc forcément, j'ai pris la première option, hein, parce que je voulais finir cette randonnée, déjà parce que fierté personnelle, et ensuite parce que la fin de la randonnée menait à une piscine naturelle, et franchement, quand il fait 36 degrés, tu as envie d'aller à la piscine naturelle. Et donc, quand j'ai eu cette réflexion-là dans ma tête de je reprends le contrôle de la situation au lieu de la subir, et ben ça a tout changé. Sincèrement, j'ai eu comme un déclic où la douleur physique baissait au fur et à mesure que je marchais. C'est comme si mon corps disait c'est bon, elle a compris maintenant, plus besoin de trop lui envoyer des signaux. Bon, elle sait qu'on a mal, mais on est d'accord avec elle. En reprenant le pouvoir sur mon mental, en disant mes pensées limitantes qu'elles pouvaient bien aller se mettre là où je pense, eh bien, j'ai réussi à faire cette randonnée, et avec la fierté, mais je crois que j'ai jamais été aussi fière de toute ma vie, quand je suis arrivée à la fin. Et ben, c'est ça, prendre conscience du pouvoir que tu as en toi, c'est quand tu subis une situation, quand tu as toute cette petite voix dans ta tête qui te dit des choses merveilleuses pour te faire avancer dans la sérénité et le calme, de dire à cette petite voix dans la tête, alors t'es mignonne, mais maintenant, je prends la place, la scène est pour moi, et là, on va fixer des intentions. Là, je vais fixer de nouvelles pensées pour m'aider à avancer. Prendre le pouvoir sur ta vie, c'est reprendre le contrôle de ton mental. Reprendre le contrôle de tes intentions. Et être tellement présent et tellement convaincu que tu vas y arriver, que tu y arrives. Du coup, comment prendre le contrôle de ton mental? Alors, tu n'es pas obligé d'aller dans un ashram en Inde. Si tu veux, tu peux, hein, mais c'est pas une obligation. La randonnée, ça fonctionne bien, hein, si t'as envie de marcher un peu de sport, c'est pas mal. Vraiment, le fait de monter une montagne, bah ça permet de relativiser un peu et d'avoir ce genre de déclic. Il paraît que la course aussi, c'est pas mal. Alors, personnellement, je ne cours pas parce que je ne sais pas courir, mais j'ai entendu beaucoup de personnes qui courent qui me racontaient qu'à un moment donné, il y a pareil ce déclic où tu ne sens plus la douleur, juste tu continues de courir parce que ton corps en a besoin, parce que t'es dans un cycle. Et c'est super. Il paraît que c'est ça qui rend les gens accros à la course. Alors concrètement, moi je n'ai jamais eu, mais ça se trouve toi tu l'as eu, donc ça peut être pas mal. Sinon ça peut être, je ne sais pas, au boulot par exemple. Au boulot, quand ton supérieur ou tes collègues te met dans une situation que tu subis, eh bien c'est prendre conscience de un que tu subis cette situation et de deux de se dire bah j'ai pas à la subir, donc comment est-ce que je peux être acteur de cette situation et voir un petit peu ce qui se passe là-haut là.
la petite voix qui te dit reste là, couche-toi, fais carpette, machin, et ben celle-là, de lui dire t'es mignonne, merci beaucoup, mais maintenant je prends le micro. Et changer la donne. Changer le dialogue, changer les paroles et les intentions que tu as dans ton crâne et reprendre le pouvoir. On a tous ce pouvoir en nous, on a tous cette capacité d'être à l'écoute de soi, de son corps, de son mental, des situations et de réagir de la meilleure manière pour nous, qui n'est pas forcément la manière qu'on nous a appris. Du coup, prends conscience, et ça rejoint finalement la première notion qui est de prendre conscience de ce que tu fais, d'être pleinement présent dans ta vie. En étant pleinement présent, tu peux reprendre le pouvoir aussi. Reprenons le pouvoir. On est tous des super-héros, je pense que je ne le répéterai jamais assez. Et du coup, ça m'amène à la troisième notion. Troisième notion, là on part dans un autre lieu, qui est à Bali. Franchement, d'après les images, ça a l'air magnifique Bali. J'ai très envie d'y aller. Bref. Et là, elle va rencontrer le sorcier. Un petit sorcier tout mignon qu'il appelle le crocodile, et qui va l'aider à trouver la balance. Dans le titre, c'est Mange, Prie, Aime. Et si on regarde le début du film, en vrai, sa quête à l'héroïne, c'est ça. C'est l'amour. L'amour d'elle-même et l'amour dans ses relations. Parce qu'elle est partie au point de départ, elle vient d'un divorce, après elle a eu une relation avec un jeune américain et ça s'est mal passé, et ça s'est mal passé parce que elle n'arrivait pas à être elle-même dans cette relation. Elle était tellement mal avec elle-même qu'elle ne pouvait pas être en relation saine déjà, et en plus elle avait l'impression d'étouffer dans ces relations-là. Et je pense sincèrement que tout le but de ce voyage, c'était arriver à trouver la balance et à s'aimer elle-même telle qu'elle est, et ensuite à garder cet amour dans sa relation avec une autre personne pour ne plus reproduire les mêmes schémas, pour ne plus laisser toute la place à l'autre et elle complètement s'effacer. Et ça tombe bien parce que elle rencontre l'amour là-bas, elle rencontre son deuxième mari et, et c'est ce qui lui fait peur. Quand elle le rencontre, elle recommence à ne pas suivre toute la discipline qu'elle s'était inculquée en Inde, la méditation, le yoga, prendre soin d'elle et tout, et elle a peur de retomber dans ses anciens schémas. Elle a peur parce que beaucoup de ses relations se sont passées comme ça, que, en étant dans une relation maintenant, elle revienne à celle qu'elle était avant. Sauf que ça, je te rassure, le développement personnel, tout ce que tu apprends, tout ce que tu comprends, c'est acquis. C'est-à-dire que tu ne peux pas redescendre de niveau. Parfois, tu auras acquis quelque chose, mais d'anciens schémas vont revenir parce que, bah, ils aiment bien revenir, hein. C'est des trucs qui sont très attachés à nous, du coup, ils sont un petit peu collants. Mais c'est pas parce qu'ils reviennent que ça y est, c'est fini, tu ne vas plus jamais pouvoir évoluer. Non. C'est juste, bah, d'en prendre conscience, de se dire, ok, ils reviennent. Bah, maintenant, j'ai conscience qu'ils reviennent, donc je peux agir dessus. Tout le travail que tu as accompli est gagné pour toi. C'est quelque chose que tu as. Tu as compris tout ça. Et c'est le message que lui transmet le sorcier. Il dit, non, mais il faut juste trouver la balance, en fait. Et tout ce que tu es maintenant ne pourra pas redevenir ce que tu étais avant. Parce que la personne que tu étais avant n'avait pas compris, n'avait pas intégré tout ce que tu as compris et intégré aujourd'hui. On évolue tout le temps. On est en constante évolution en tant qu'être humain. Et plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas être en conscience et dans l'amour de toi, plus tu vas pouvoir t'ouvrir à des choses merveilleuses et moins tu auras de chances de revenir à d'anciens schémas. Il lui dit quelque chose comme le voyage permet de comprendre ce que l'on cherche. Et je trouve que cette phrase est géniale. Parce que je la trouve tellement vraie. Qu'est-ce que c'est le voyage? On va dire qu'il y a deux voyages, le voyage intérieur et le voyage extérieur. Le voyage intérieur, qu'on peut appeler développement personnel, c'est être à la quête de soi. Voyager à l'intérieur de son mental, à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de son corps, pour comprendre un peu ce qui se passe, découvrir les facettes que l'on a,
les failles, les blessures, les qualités, les défauts, les besoins, les valeurs, et prendre conscience de tout ce qui se passe pour gérer ça avec bienveillance et amour et vivre au mieux sa vie. Ça, c'est le voyage intérieur et c'est sincèrement le voyage d'une vie. Mais il y a aussi le voyage extérieur. Le voyage extérieur, c'est quand tu prends l'avion, la voiture, le bus, tout ce que tu veux pour aller dans un autre endroit. Mais finalement, si on regarde bien, les deux voyages, ce sont les mêmes, ils ont la même finalité. Parce que quand tu pars en voyage, alors je pense que c'est plus facile quand tu parles tout seul. C'est ce que j'ai expérimenté cet été. Et c'est vrai que partir tout seul à l'inconnu, ça ressemble vachement au voyage intérieur, au développement personnel, parce que tu es confronté à un univers que tu ne connais pas. Tu es confronté à de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, et tu es plus à même de découvrir d'autres facettes de toi quand tu es tout seul. On dit souvent que le voyage vers l'extérieur, donc le voyage en d'autres pays, c'est pour découvrir d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres monuments, d'autres paysages, et c'est totalement vrai. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ce besoin d'autres? Pourquoi ce besoin de les chercher ailleurs? Mais moi, je pense qu'on va chercher ailleurs, déjà parce qu'il y a tellement de choses à voir sur cette terre que ce serait bête de les louper, mais on va chercher ailleurs pour aussi se trouver ailleurs, pour voir comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on agit quand on est en dehors de notre routine. Et c'est comme si on se libérait un peu des chaînes qu'on s'impose dans notre quotidien, et qu'en voyage, on se libère et on ose exprimer des facettes de notre personnalité qu'on n'oserait pas forcément exprimer dans notre quotidien. Donc en fait, les deux voyages, ce sont les mêmes, c'est toujours une découverte de soi. La différence que dans le voyage à l'extérieur, c'est une découverte de soi avec l'autre. Et ce qui est génial et super intéressant. Mais du coup, voyageons. Voyager, ça ouvre l'esprit, ça ouvre les champs des possibles. Tu rencontres d'autres personnes qui ont d'autres vécus, d'autres expériences et ça te nourrit. Alors imagine si on passait notre vie à voyager en nous et à l'extérieur. Ce serait magique, tout ce qu'on pourrait apprendre, tout ce qu'on pourrait faire, rencontrer, comment est-ce qu'on pourrait évoluer. Eh bien, faisons-le en fait. Qu'est-ce qui nous empêche? Voyager ne veut pas forcément dire un nouveau pays. Ça peut être, par exemple, aller dans un nouvel endroit que tu ne connais pas, changer tes habitudes pour rencontrer d'autres personnes, d'autres cercles. Je pense que plus on s'ouvre au monde, plus on se nourrit de choses différentes, plus on évolue et plus on apprend et plus on est à même de savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire. Plus on est à même de créer une vie qui nous correspond. Et je pense que Manche Priem raconte ça. Comment est-ce qu'une femme prend conscience de qui elle est, dans l'amour, qu'elle s'accepte et qu'elle ose vivre la vie qui lui correspond. C'est ultra courageux de faire ça, sincèrement. Parce que, oui, elle a eu quand même eu un divorce, elle a décidé de partir à l'autre bout du monde pendant 1 an, sans argent, avec une vague promesse d'écrire un bouquin. C'est quand même assez courageux. Mais même sans ça, même toi qui décides de changer tes cercles, qui décides d'oser quelque chose de nouveau, qui décides aujourd'hui de t'accepter tel que tu es, c'est tellement courageux et tellement beau. Alors mangeons, prions, aimons, vivons. Je pense que ce film est un appel à la vie, à vraiment vivre, et pas à survivre ou à survoler. C'est un peu rentre vraiment dans le bouquin, lis toutes les descriptions pour t'immerger dans l'univers et pas saute des pages et pas juste à la fin pour savoir comment ça se passe. La vie, c'est dans les petits moments, c'est dans savourer chaque détail, chaque odeur, chaque sensation, chaque couleur. On a la chance d'avoir tout un tas de capteurs sensoriels, d'avoir tout un tas de possibilités. Et je pense qu'il est de notre devoir de les prendre, d'oser les franchir et de s'ouvrir à soi et de s'ouvrir aux autres. Et c'est sur cette merveilleuse notion, n'est-ce pas, que je vais arrêter de parler aujourd'hui.
J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a fait voyager un petit peu au soleil, que tu as envie de découvrir d'autres facettes de toi, d'autres façons de vivre ta journée. En tout cas, ma porte est ouverte pour tous les commentaires, que ce soit des témoignages, que ce soit des doutes, des incertitudes, tout ce que tu veux, hein. Donc tu peux me joindre en MP sur Instagram ou en commentaire sous le podcast. Ma porte est grande ouverte, alors n'hésite pas, vraiment pas. Et il me reste plus qu'à te souhaiter une belle soirée, une belle journée, de bien profiter de chaque moment de ton week-end, parce qu'aujourd'hui on est samedi, en tout cas aujourd'hui, jour où j'enregistre cet épisode. Et je te dis à très vite.